Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançant en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Nous avons le grand plaisir de recevoir ce matin dans l'invité du direct Hadj Khalil, fondateur de Big Mama, geek de facto, on le voit tout de suite là, Hadj Khalil, que vous êtes un geek. Très content de vous recevoir à Alger. En fait, c'est chez vous, Alger. Je suis né à Bollorène, ouais. Et merci pour votre invitation. Ouais, on est content de l'avoir chopé entre deux allers-retours avec la France. Big Mama, c'est une enseigne qui est relativement connue pour les initiés même d'Algérie, à partir d'Alger. Moi, je connais cette marque. C'est essentiellement un data lab. C'est quoi un data lab, Hadj Khalil? Alors, un data lab, c'est un exercice intellectuel usant de modélisation mathématique et d'outils informatiques de très haut niveau pour essayer de fabriquer de la valeur avec de la donnée, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, nous, on est parti un peu du principe que la donnée et tout ce qui se passe autour de la donnée va être une révolution au regard de laquelle Internet va être une fête de village. Donc en fait, l'idée c'était de se dire, dans cette espèce de tsunami socio-humano-technologique qui est en train de se produire, quelle est la position d'attente ou la position d'observation ou la position optimale dans un univers comme ça qui bouge à une vitesse qui est juste sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Et on s'est dit, bon, en fait, en réalité, si on est un tout petit peu honnête intellectuellement, si on sort des espèces de logiques de fantasmes de ce qu'il y a autour de notre métier, en réalité, on vit une révolution. Personne ne comprend ce qui se passe. Les meilleurs au monde ne peuvent pas vous dire demain quelle sera la technologie qui va émerger. Et d'ailleurs, il faut savoir que notre métier, nous, technologiquement, il a été inventé... Notre activité, plus que notre métier, a été pensée depuis très longtemps en réalité, a été formalisée en 1956 et n'est possible matériellement que depuis les techniques de parallélisation, depuis 2008 en réalité. Oui. Donc, ça va très très vite. Alors ça va très vite, nous on va essayer de ralentir un petit peu, je sais pas expliquer à nos amis auditeurs. Je ne sais pas si je vais pouvoir. On va essayer d'expliquer à nos amis auditeurs. Il y a deux choses dans ce que vous venez de dire. Il y a la data et il y a comment la valoriser, comment faire en sorte qu'elle génère de la valeur, qu'elle soit monétisable. Alors commençons par la data. C'est quoi la data? La data à la base c'est de l'information. C'est une information. C'est ça. Voilà. C'est une information que l'activité humaine génère. Alors vous dites toutes les activités humaines génèrent de la data et vous dites à ceux qui génèrent de la data, faites attention à ce que vous générez, ça vaut de l'or et à la limite ça vous appartient, c'est à vous d'organiser cette information. Alors de l'organiser, c'est peut-être trop prétentieux. Pour le coup, sachez déjà que vous générez de l'information. Pour le coup, là, c'est vous qui allez vite. Bravo. Non. Ce que nous on dit, c'est qu'effectivement, il n'y a pas une activité humaine aujourd'hui qui ne génère pas de données en réalité, ou qui ne génère pas potentiellement de données. Ça, c'est absolument vrai. Après, la question, c'est effectivement, est-ce que cette donnée a une valeur monétisable? Absolument. Alors, une valeur, ce qui est une question philosophique, parce que même si elle n'a pas une valeur mercantile, elle peut avoir une valeur philosophique, une valeur affective, une valeur culturelle, enfin je veux dire, bon, mais quelle forme de valeur elle a? Et si, dans l'univers des valeurs qu'elle peut avoir, est-ce qu'il y a une partie qui peut être monétisable? Effectivement. Donc, ouais, c'est exactement notre sujet. C'est exactement notre méta-sujet. Ouais, c'est de raisonner comme ça, c'est de se poser la question. Bon, alors, après, mon problème, moi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que parce qu'on a de la donnée, on a de la valeur. Ça, c'est pas vrai non plus. Parce qu'il faut savoir interroger la donnée. Il faut savoir poser la bonne question. Il faut savoir... Non, déjà, vous savez, la donnée, c'est comme la vie, c'est comme tout. C'est comme avec les filles, c'est comme avec les voitures, c'est comme avec la nourriture. Là, c'est un mec qui parle. Ouais. Faut savoir ce qu'on veut. Faut savoir
savoir ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée qui consiste à arriver à dire parce que j'ai de la donnée, c'est une valeur absolue, parce que j'ai de la donnée, c'est un diamant que de toute façon tout le monde va vouloir m'acheter. Alors vous, dans vos chroniques, notamment sur les Échos, que j'ai pu redérouler pour préparer cet entretien, vous dites que les gens qui sont dans la sphère marchande génèrent évidemment de la donnée et peuvent interroger cette donnée pour savoir s'il y a un client qui a changé d'habitude, qui va décrocher, qui va peut-être acheter plus. Et pour le savoir, au cœur du data lab, c'est l'algorithme. C'est l'algorithme qui va anticiper ce qui va arriver, qui va lire l'avenir sur la base de l'accumulation de données liées au passé. Alors, ça, c'est ce qu'on raconte aux filles le jour où on veut les impressionner. C'est absolument ce qu'on dit aux filles. Ouais, non, moi, tu comprends, je suis un sorcier, il y a de la donnée, je fais des mathématiques. En réalité, la vraie vérité, celle que nous, on se dit entre nous, c'est que malgré ce que tous les humains veulent bien, refusent de croire, en réalité, statistiquement, on est tous très prévisibles. Et l'algorithme est un outil de statistique, en réalité, de statistique mathématique. Il n'y a pas de sorcellerie derrière. Il n'y a pas de sorcellerie. C'est juste qu'aujourd'hui, quand vous avez 100 personnes qui sont exposées en fait à la même chose, statistiquement, si vous voulez, vous en avez en réalité une certaine proportion qui font quelque chose, une autre proportion qui fait quelque chose et une autre proportion qui fait quelque chose. On peut illustrer par exemple, on peut savoir par exemple si l'élasticité à changement de comportement, augmentation du prix du carburant en Algérie, au-delà d'un tel seuil, les gens vont peut-être réduire leur utilisation de véhicules personnels et va aller vers d'autres moyens de transport. Exemple, un algorithme va nous dire cela. Alors, c'est très compliqué. C'est-à-dire que, vous savez, la question que vous posez, elle est à mi-chemin entre la technologie et la philosophie, en réalité. Et je suis pas sûr, moi, d'être remarquablement armé pour vous répondre, mais je vais quand même tenter ma chance. En fait, moi, ce que je pense, c'est que chez les humains, depuis l'histoire, depuis l'Antiquité, et nous sommes, nous, un pays antique. Moi, j'étais encore avant-hier à Tipaza. On est un pays, nous, qui existe depuis au moins 3000 ans, et c'est d'ailleurs un motif de fierté pour moi. Mais depuis, en fait, l'Antiquité, depuis Nabucodonosor, depuis la Mésopotamie, il y a, chez l'humain, cette culture de l'oracle. C'est-à-dire, devant l'incertitude, d'aller interroger les gens pour leur dire qu'est-ce qui va se passer demain. Alors, en Égypte, du temps d'Égypte, on éventrait des animaux, à une époque, les druides sacrifiaient des gens. Et cette espèce de débilité, pour moi, qui a toujours existé aujourd'hui dans l'humanité, la finalité de cette débilité aujourd'hui, c'est l'interprétation que certains peuvent avoir des algorithmes. C'est-à-dire d'aller les voir un peu comme si c'était des oracles. C'est pas la bonne approche pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, les gens qui vont faire des milliards, malgré tout ce qu'on peut croire, avec cette technologie, c'est en comprenant en réalité qu'il se passe un certain nombre de choses, que ces choses fabriquent de la donnée, qu'en analysant cette donnée, on peut comprendre, on peut identifier des patterns, on peut identifier des chemins, et l'idée, c'est que puisque c'est des mathématiques, puisque c'est finalement assez rationnel, on peut programmer des robots, on peut programmer des machines pour pouvoir, en fait, si vous voulez, identifier ces tendances, identifier en fait ces choses qui vont se produire de manière en réalité absolument naturelle. Et l'étape d'après, c'est de dire que cette anticipation peut se faire de manière automatique, c'est-à-dire que les machines peuvent apprendre elles-mêmes en fait en réalité demain. C'est ce qui se passe largement aujourd'hui à la bourse. C'est ça, les algos de trading de haute fréquence, c'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée. Donc ce que nous on dit, c'est que tous les gens qui sont dans cette espèce de logique d'oracle, qui consiste à dire écoutez les gars, je suis la nouvelle Pity, nous sommes à Delphes et venez me voir et moi je vais vous dire avec ma technologie, ma science, avec mes algorithmes, ce qui va se passer demain, les élasticités, la mécanique, la magie, qui va épouser qui va se marier avec qui, je vais vous le dire moi parce que moi je suis le nouvel oracle. Ça, si vous voulez, c'est des gens qui vont gagner de l'argent mais par imposture. Oui. Ils vont en gagner peut-être localement un peu beaucoup, mais c'est pas eux qui tiendront le monde demain. Hadj Khalil, attendez, là, on est sur le web, là, ça va être revu à Paris. C'est pas ce que vous dites sur les échos. Vous dites à l'écho, avec votre data, vous pouvez gagner de l'argent. Mais j'en suis. Voilà. Et là, vous détricotez votre business. Que va vendre Big Mama demain? Je dis exactement la même chose. Et je le dis même encore plus fort avec un argument supplémentaire, avec un argument inédit aujourd'hui. Ce que je dis, c'est que il y a les imposteurs qui fabriquent de la valeur de manière ponctuelle et très bien. Et il y a les gens qui font vraiment le métier de se poser la question de manière rationnelle, professionnelle, mathématique, et qui disent aujourd'hui, écoutez les gars, il y a effectivement dans cette donnée un signal. L'identification de ce signal se fait très souvent en réalité en cherchant ce signal, ce qui veut dire qu'en fait... Qu'on a déjà la bonne question. On a déjà une bonne question. Les algorithmes un peu non supervisés nous permettent en fait, si vous voulez, de faire émerger des clusters quand on ne sait pas bien ce qu'on cherche. Mais effectivement, quand on a une question et qu'on sait ce qu'on cherche et quand on a au moins une direction, effectivement, quand
on est capable de conceptualiser un certain nombre de choses, quand on est capable de savoir, enfin d'avoir au moins une intuition de là où on va, oui, dans ce cas-là, pour nous, dans ce cas-là, votre donnée peut être un gisement absolument colossal. Colossal. Qui pouvait imaginer, il y a 4 ou 5 ans, que une entreprise en Angleterre serait capable de décider de qui serait président aux États-Unis 5 ans plus tard? Alors, vous m'offrez une superbe transition vers Cambridge Analytica. Pour vous titiller un petit peu, j'ai dit Big Mama en arrivée, Cambridge Analytica l'a fait. Bon, vous allez nous expliquer que vous n'êtes pas du tout sur le même territoire, que c'est même l'inverse. Mais la question, c'est quand même, ce qui a été monétisé par Cambridge Analytica, c'est une anticipation sur le comportement d'une frange d'électeurs qui étaient des swing électeurs et qui se trouvent être des swing électeurs dans des swing states qui ont fait basculer l'élection. Et donc, l'utilisation, l'oracle ici a quand même fonctionné. Il a un peu fonctionné quand même. On a éventré personne, on n'a pas fait de feu dans la forêt, on n'a pas parlé avec des divinités. On a amené Donald Trump à la présidence des États-Unis. On a fait un truc qui est hyper rationnel. 12 millions d'euros, hein, c'est de dollars. C'est le contrat entre. C'est pas beaucoup. C'est pas tant que ça. Hein. C'est pas tant que ça. Soyez ambitieux. N'ayez pas peur. Non, mais je veux dire, finalement, ça a été sous-vendu. Ça a été. Le service de Cambridge Analytica a été sous-vendu. C'est ce que je veux dire. Je suis parfaitement d'accord par rapport à ce que ça a rapporté. Le mec s'est un peu fait voler. Je suis d'accord. Hein. La preuve qu'il est pas si malin que ça. Donc, ce que je veux dire, moi, ce qui est important pour moi, c'est pas ça. C'est que il faut comprendre quelque chose. C'est que la révolution technologique, c'est quelque chose qui est en fait consubstantiel à notre humanité. Depuis qu'on existe, on innove. Depuis qu'on existe. Et en réalité, quand vous faites juste un peu d'histoire de la technologie, à chaque fois qu'on a innové, on est tombé sur exactement le même modèle. C'est-à-dire des gens qui ont pris parti, qui ont bénéficié de cette technologie, qui ont bénéficié parce que, grosso modo, ils l'ont pris pour ce qu'elle était et pour ce qu'elle faisait. Ils ont compris le truc et ils en ont tiré parti. Et puis, les imposteurs qui effectivement vivent du truc un peu ponctuellement, font parfois des petits profits ponctuellement, mais c'est pas l'essentiel de la richesse. Le data sourcing, c'est déjà une imposture par rapport au travail que vous faites? Pas du tout. Parce que là, on est dans un cas de data sourcing, donc pour parler de Cambridge. Non, c'est-à-dire qu'en fait, moi, moi, dans notre métier, Cambridge Analytica sont des gens qui sont futés et compétents. Et c'est des gens qui ont compris exactement comment ça marche. Le problème de Cambridge Analytica, il n'est pas technique, parce que là, vous me posez des questions techniques. Vous me dites, ouais, mais qu'est-ce que ça fait un algorithme? Est-ce que ça fait vraiment ce que ça dit? Bon, très bien. Ça, c'est une chose. Et à ces questions-là, pour le coup, Cambridge Analytica, ils ont super bien répondu. Ils ont compris exactement comment ça marche. Et ils l'ont utilisé. Et alors, le problème de Cambridge Analytica, c'est qu'ils l'ont utilisé à des fins qui étaient, à mon avis, éthiquement inacceptable. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il y a deux problèmes différents. Parce que c'est basé sur la data personnelle. Sur les choix, les inclinaisons, les penchants des électeurs. C'est ça, il faut bien comprendre. Il y a deux problèmes différents. C'est est-ce que ça marche techniquement? Est-ce qu'on est un imposteur techniquement ou pas? Très bien. Et une fois qu'on sait que ça marche, est-ce qu'on l'utilise pour rendre le monde meilleur? Ou est-ce qu'on l'utilise en fait pour fabriquer du chaos dans le monde, qui est le nôtre, comme c'est en train de se produire aujourd'hui? Vous lisez la presse ce matin, oui, bien sûr. La dernière décision de Donald Trump. L'élection. À la lisière du chaos. L'élection, je veux dire, les mecs là, je sais pas comment ils vivent, je sais pas comment ils dorment, je suis pas sûr. Moi, j'aurais fait un truc comme ça, je suis pas sûr de pouvoir dormir le soir. Il n'en demeure pas moins que vous dites, la data, vous le dites, la data, c'est l'or noir de demain. Alors, il faut rajouter un tout petit mot. Il faut rajouter un tout petit mot. C'est potentiellement l'or de demain. Ou alors, si on va plus loin et qu'on continue dans la métaphore pétrolière, en réalité, oui, de toute façon, c'est l'or de demain, mais il faut bien savoir que, et nous, en tant qu'Algériens, on le connaît bien, l'or, le pétrole, en réalité, n'est qu'une petite partie de la valeur ajoutée sur la chaîne pétrolière. Bien sûr, il faut le raffiner, son attracage, c'était d'ailleurs une raffinerie hier. Puis il faut le raffiner, et puis ce qui est important, c'est pas le baril qu'on extrait. Ce qui est important, c'est le petit bout de plastique en téflon, si vous voulez, qu'on fabrique de l'autre côté de la chaîne de la valeur, qui vaut en réalité 10 000 fois un baril de pétrole. Oui. Et c'est ça qui est important. Et nous, on est exactement dans la même mécanique. Alors, restons quand même au premier maillon de la chaîne de valeur, l'extraction du gisement, l'extraction. Dur, là, tout ce qui nous intéresse, c'est le ciel, nous, monsieur. Le ciel. C'est le ciel. Pardonnez-moi. Alors, le premier maillon, c'est l'extraction du pétrole, c'est la collection des data, et son stockage. Est-ce qu'il y a une problématique particulière sur laquelle on peut buter? La question que vous venez de poser, qui est une fois de plus très pertinente, c'est
moi je connais au moins 10 thèses de doctorat sur cette question. Comment stocker la data? La question, le stockage optimal de la donnée. Alors, si vous voulez, et d'ailleurs aujourd'hui, si vous voulez, notre discipline a été rendue possible, enfin pour ceux qui nous écoutent, un cluster Hadoop. Notre discipline a été rendue possible que parce qu'on a fait des progrès dans les techniques en fait de stockage et de stockage optimal des données, quoi. Ouais. Sans rentrer dans les détails parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais oui, bien sûr, oui. Donc oui, là aujourd'hui les techniques elles existent. Alors il faut savoir qu'on est dans un univers qui est un univers de l'open source, c'est-à-dire qu'en fait en réalité la nouvelle génération d'humains là qui sont arrivés là ces 30 ou 40 dernières années ont une culture en fait, si vous voulez, du partage de l'information, une culture de la circulation de l'information, une culture de l'échange et de la connexion en fait avec l'étranger qui est infiniment plus grande que celle des générations d'avant. Et donc en fait en réalité, cette technologie dont je vous parle en réalité c'est très souvent de l'open source, c'est très souvent des choses si vous voulez qui pour les gens dont c'est le métier qui est presque téléchargeable gratuitement. Après bon, il faut savoir ce qu'on télécharge, il faut savoir faut comprendre ce qu'on télécharge et c'est une autre histoire. Qu'est-ce qui peut, Hadj Khalil, faire bugger cette révolution en cours que vous avez très, très bien décrite? Un problème, on sait que la data va exploser de manière quasi exponentielle parce qu'il y a de plus en plus d'objets qui vont être connectés au web, notamment avec aujourd'hui l'IoT, l'Internet des objets. Est-ce qu'on peut imaginer une crise des tuyaux déjà, une incapacité à transporter toutes ces données? Alors, en fait, moi, mon petit avis, je vous donne un avis personnel. Moi, je pense que les tuyaux, ils seront jamais bouchés pour les gens importants. Oui, on sort de l'internet neutre. Ouais. C'est déjà une inclinaison chez l'administration Trump aux États-Unis. Honnêtement, moi je pense qu'en fait aujourd'hui, si vous voulez, les gens parlent de révolution technologique, on parle d'une nouveauté absolue un peu. Il faut replacer ça dans son contexte. Une fois de plus. Et pardonnez-moi si je radote, mais une fois de plus, ça se passe exactement comme dans toute l'histoire de l'humanité, à chaque fois qu'il y a eu des percées technologiques et des avancées technologiques majeures. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui se sont retrouvés au Moyen-Âge et il y a des gens qui en ont profité, tout simplement. Donc, est-ce que ça va bloquer à un moment ? Mon avis, là, qui est un avis, j'ai envie de dire, pas forcément technique, parce qu'en fait, si vous voulez, la technique, pour moi, c'est à la portée de n'importe qui réfléchit, qui a un peu d'argent, puis qui veut en faire. Nous, aujourd'hui, en Algérie, on a des écoles qui forment des ingénieurs de très haut niveau. Nous, on a recruté des gens en Algérie qui sont plus forts que les Américains avec qui on se bat. On va en parler. En Algérie. Et d'ailleurs, c'est pas une surprise, parce que c'est ce que je disais, en fait, hier, lors d'une conférence que je donnais hier, l'Algérie est fournisseuse officielle de cerveau au reste de l'humanité depuis au moins 2000 ans. C'est, j'ai envie de vous dire, les Romains... Et ça s'est accéléré ces dernières années. Alors, j'ai pas les stats, donc je peux pas vous dire, mais on est en face à un vrai problème de fuite de cerveau. Alors, ma question, donc, c'est la crise des tuyaux, pas pour tout le monde, si elle devait survenir. On a bien noté. Non, la crise des tuyaux, comme d'habitude, profitera à ceux qui sont du bon côté du marteau, tout simplement. Absolument. Ensuite, il y a quand même la gouvernance qui peut venir se mêler de tout ce qui se passe, la gouvernance d'Internet, la régulation de l'utilisation de la data. Après, on a tous vu l'audition du patron de Facebook devant le Congrès aux États-Unis, devant une commission d'enquête. Est-ce qu'on peut envisager aussi un coup de frein sur la circulation des données, notamment des données personnelles qui sont une partie des données? Honnêtement, je crois pas. Parce qu'en fait, en réalité, on peut toujours l'imaginer. Et les humains et les gouvernants de ce monde ont fait tellement de choses dans l'histoire de l'humanité qui étaient irrationnelles qu'aujourd'hui, bien malin qui pourrait dire ou qui pourrait assurer que non, ça se fera, ou oui, ça se fera, enfin, oui, ça se fera, non, ça se fera pas. Ça, je peux pas vous dire. Maintenant, ce que moi je pense, c'est que on vit dans un monde où on peut plus être déconnecté. On peut plus être déconnecté avec le monde. On peut plus, c'est pas possible. Et donc, en fait, en réalité, je crois que le problème de la gouvernance ne peut plus être, si vous voulez, juste de fermer les tuyaux. Non, le problème de la gouvernance, ça va être de comprendre comment je tire profit, moi, de ces tuyaux, et comment je les augmente, et comment je tire profit de ces tuyaux. Parce que si vous les réduisez, vous vous déconnectez du monde, et vous réduisez votre probabilité de création de valeur. Oui. On aimerait bien qu'on vous écoute au gouvernement algérien. Au gouvernement algérien, parce que les mecs ils sont pas aussi bêtes qu'on dit. C'est-à-dire que ils sont juste anachroniques. On n'a jamais dit qu'ils étaient bêtes. Non, c'est même pas anachronique, c'est même pas ça. Ça, c'est moi qui le dis, il n'y a pas de problème. Mais je sais, mais moi, ce que je dis, c'est que il y a un problème de mise en œuvre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la vérité, si vous voulez, c'est que il faut
avant de jeter la faute sur l'autre, il faut se poser la question, nous, citoyennement, de qu'est-ce qu'on fait pour notre pays. Moi, très honnêtement, à chaque fois que j'entends parler du gouvernement, ouais, le gouvernement ceci, le gouvernement cela, c'est très bien. On a une jeunesse et une population d'une beauté, d'une énergie, qui rayonne de manière absolument extraordinaire. Mais il y a un moment, il va falloir il y a un moment, il va falloir qu'on fasse preuve d'un peu plus de civisme. Et j'ai envie de dire que quand on arrivera à un niveau de civisme qui sera, si vous voulez, un peu plus élevé, à ce moment-là, on ira demander des comptes au gouvernement. Vous savez, je vais vous dire un truc, depuis l'Antiquité grecque, depuis Socrate, et ça a été parfaitement relayé par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète, très honnêtement, on a les dirigeants qu'on mérite. D'accord, c'est noté. Alors, comment on fait pour valoriser quand on est dans un territoire, ce que j'ai appelé moi un territoire pré-émergent, par exemple en Algérie, les web développeurs, on en connaît un petit bout chez nous à Interface Média, on est tout digital, ont du mal à monétiser leurs solutions. On est juste sur le web. Ouais, juste sur le web, mais parce qu'en fait, si vous voulez, il y a une énorme confusion. Une énorme confusion, un colossal contresens. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, les gens pensent que la monétisation sur le web, ou quelle qu'elle soit, d'une technologie, est un travail technique. Mais c'est une débilité. C'est le travail des marketeurs. La monétisation est un travail d'entrepreneur. C'est un travail aujourd'hui de quelqu'un. Vous savez, un geek là qui est là sur une bécane, qui mange des pizzas, qui grossit des lunettes et des boutons. Si vous voulez, c'est très très beau. Moi, on pourra pousser, on pourra couper ce passage pour mon équipe. Ça passera. J'aimerais bien qu'on coupe. Il n'y a pas de problème. S'il vous plaît, ce serait bien. Mais là, on est en direct. Non, mais quel dommage. Donc, on ne pourra pas couper. Non, ce que je veux dire, c'est que ce qui est important, c'est de comprendre en réalité qu'il y a des compétences qui sont différentes. On a aujourd'hui, nous, en Algérie, des techniciens, des gens qui... moi, je discutais il y a pas très longtemps, enfin, il y a quelques années, je discutais avec les mecs de Canal+, qui étaient étonnés des capacités de hacking qu'il y avait en Algérie, si vous voulez, pour les codes pour la télé. Aujourd'hui, il est en train de se passer un truc de malade en Algérie. Vous savez que nous, on fait la course avec de la puissance de calcul. C'est-à-dire que nous, pour faire notre boulot, on a besoin de puissance de calcul. Et vous savez qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à acheter en fait de la puissance de calcul, du hardware, parce que les mecs à Alger, ils sont en train de truster tout le matériel possible pour miner du Bitcoin. Oui. Et c'est interdit. Hein. Le gouvernement a pris la position. C'est pas mon problème. Ce que je dis juste, c'est qu'on a une communauté underground ici de tueurs qui font des trucs à un niveau. Mais moi, je trouve ça super sexy. Rendez compte les mecs là qui sont là avec leur téléphone, les mecs. Je vais arracher n'importe quel centième de puissance de calcul là pour un miner du Bitcoin. Et vous voyez le mec dehors, il a les dents cassées. Vous avez l'impression que c'est un. En fait, non, le mec il est au ciel. Est-ce que ça crée une économie? Tout cela. En fait, c'est la vraie question. On parlait de monétiser les solutions des développeurs. Est-ce que miner du Bitcoin en underground, ça peut créer une économie? Parce qu'en fait, nous, c'est ça qu'on veut. Ça crée une identité. Ça crée pas une économie. Ça crée des gens. Ça fabrique une espèce de ce que moi j'appelle résistance technologique qui est illégale. Et c'est pas à moi de juger si c'est légal ou pas. Mais je vous cache pas, moi, qu'en tant que moi, j'aime bien, moi. Moi, je trouve que c'est le signe d'une certaine forme de résistance et je trouve que... Et vous incuberez des startups qui vont dans cette direction? Oui, je vais faire des braquages aussi. Et puis je vais faire des attentats. Mais vous rigolez ou quoi? J'ai passé l'âge des conneries. En revanche, j'avoue que j'aime bien. J'avoue, je suis sensible à ça. Voilà, les mecs, j'aime bien. Alors, c'est un peu comme l'Algérien qui est, vous le voyez, il paye pas de mine, il se lève, il vous met une patate. Et ça, je trouve que c'est nous. Ça fait 2000 ans qu'on est comme ça. En réalité, la vraie vérité, c'est que l'Algérien, s'il a un truc, partout, 1, 2, 3, viva l'Algérie, on nous raconte partout des bêtises, on est les premiers partout. Bon, on n'est pas les premiers partout, on est comme tout le monde. Je vais finir, on est comme tout le monde. Par contre, il y a un truc que moi je trouve extraordinaire chez nous, chez nos techniciens, chez nos techos, chez nos geeks, chez nos hackers, chez tous les gens dans notre communauté, chez nos entrepreneurs, c'est qu'il y a une volonté de résistance. Et je trouve que en ces temps troubles, je trouve que là, pour le coup, on est super fort. Oui, mais sauf que notre volonté de résistance, elle n'a pas suffi à empêcher 4 mandats consécutifs du même président et on arrive sur le 5e. Ça, c'est une parenthèse de moi. Non, mais moi, en dehors du domaine des geeks. Alors, si on devait orienter les startups, le conseil de Hadj Khalil, geek à Paris, très écouté, moi je l'écoute sur BFM Business,
On pourrait traiter de la data. Le problème, c'est que la data en Algérie n'est pas suffisamment disponible. Comment peut-on l'extraire, la récupérer et l'enlever aux réseaux sociaux et la traiter? Il y a des mines pour la data en Algérie. Honnêtement, je pense qu'il faut qu'on repasse 2 ou 3 minutes sur ce que je vous disais juste avant. En réalité, il faut bien comprendre quelque chose. C'est que il faut se poser la question de qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur, en fait. Parce qu'en fait, en réalité, vous pouvez avoir, vous savez, et l'histoire de l'humanité est truffée d'exemples de gens qui ont fait en fait des trucs qui technologiquement avaient beaucoup d'intérêt et qui sont morts. Les cimetières sont pleins de gens qui ont inventé des trucs et qui n'ont pas marché. Le maillon entrepreneur n'était pas là. Et c'est le maillon. Pourquoi ? Parce qu'en fait, chez nous, on a l'impression qu'en fait, un entrepreneur, c'est un truc facile. On a l'impression, en fait, en réalité, nous, que je fais un truc bien, ça va se vendre, c'est normal, c'est naturel. Je suis un génie, tout le monde va le voir. Et c'est ça qui est débile. Hein. Et sinon, les filles jolies, elles épouseraient jamais des moches. Hein? Oui, ça, vous voyez ce que je veux dire ? Ça, oui, bien sûr. Pour moi, un mec moche qui épouse une fille jolie, c'est un entrepreneur parce qu'il a fait un truc magique. Oui. Il a fait un truc silencieux. Il a fait un truc, si vous voulez, qui aujourd'hui dans notre culture est pas valorisé. Et on se pose pas la question de ce que c'est qu'un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est une compétence absolument silencieuse. C'est une compétence, si vous voulez, de... Alors, on va juste traduire ça dans votre langage. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a compris qu'il est en train de générer de l'info, de la data, et qui va savoir la monétiser. En fait, c'est ça. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait comment on transforme du plomb en or. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui... Mais dans le cas de la data. Non, dans le cas de la data, c'est quelqu'un qui dit, effectivement, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui dit, là, j'ai 100 gigas de data, un paquet ou 100 gigas de data par jour qui arrive, comment je fabrique de l'argent avec ? Alors, dans mon cas, moi je suis redevenu chef d'entreprise. Dans mon cas, c'est quoi la data que je peux générer ? C'est l'état de santé des collaborateurs d'interface média. Pour les assureurs, c'est de la provoque. Hein. C'est une question dont la réponse coûte beaucoup d'argent. Si vous sortez votre chèque, je vais bien y réfléchir. Oui, mais tout le monde génère de la data. Mais tout le monde. Alors, bien sûr, tout le monde génère de la data. Après, est-ce que cette data est captée ? Est-ce que cette data ne part pas en fumée ? Oui, ça, c'est une autre question. Et puis, tout le monde génère de la data. Là, votre stylo en l'air, là, comme ça, là, au moment où vous avez bougé le poignet gauche, vous avez généré de la donnée. D'accord, très bien. Après, l'algorithme qui va lire cette data, est-ce que les startups algériennes sont en mesure de les produire ? Est-ce qu'il y a un problème de ressources humaines ? Alors, nous, on a beaucoup de chance avec ça. Parce qu'en fait, en réalité, je donnais une conférence à Sétif, à l'école polytechnique il y a une semaine, ou 10 jours, et je leur expliquais un truc qui est très important. Pourquoi on ne pourra pas faire de BMW en Algérie ? Pourquoi, pour moi, c'est pas rationnel de faire des BM en Algérie ? Vous savez pourquoi ? Est-ce que c'est parce qu'on est plus bête que les Allemands ? Est-ce que c'est parce que... Pas du tout. On ne peut pas faire de BMW en Algérie pour une raison finalement assez simple. C'est que la BM que vous achetez, la série 5 que vous achetez aujourd'hui, si vous voulez, vous voyez une voiture qui a été fabriquée il y a 2 mois à Stuttgart. Très bien. C'est Munich, BMW. Mercedes, c'est Stuttgart. Ouais, pardon. Je suis un peu bagnole. Mais j'aime pas les Allemands, moi, de toute façon. Oui. Je préfère les Ferrari. Je vous ai dit, le ciel, l'ambition. Moderne. Vous comprenez ? Moderne. Regardez en haut. Et donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est de vous dire ça. C'est que pourquoi on peut pas faire des BM ? Parce qu'en fait, dans une BM que vous voyez qui sort de la chaîne de production, où elle a été faite en quelques heures en réalité, il y a plus de 100 ans d'information qui est encodée. C'est-à-dire que ça fait 100 ans que vous avez des mecs qui, à la moindre erreur qu'ils ont fait, ils ont encodé un savoir-faire. Ça fait 100 ans qu'ils se battent, ça fait 100 ans que des mecs brillants, courageux, que des mecs consciencieux font des trucs et vous avez un aboutissement en réalité. Et donc, si vous voulez, quand vous vous mettez à faire une BM, en réalité, vous partez direct avec 100 ans de retard. Et ça, c'est dur. C'est pas impossible, hein. Nous, on a quand même des industriels en Algérie qui, à cette course, il faut faire de nouvelles choses. Arrivent à faire des trucs. Mais les nouvelles choses, c'est ça. Et là, on arrive dans une nouvelle technologie. Et en réalité, les algorithmes, cette technologie, en fait, autour du big data, c'est quelque chose, finalement, sur laquelle on n'a pas 100 ans de retard parce que, de toute façon, ça n'a que 4 ou 5 ans, ce truc. Et donc, en fait, si vous voulez, si on prend le train en route, si on se donne les moyens d'y aller maintenant, en réalité, on peut faire la course
de manière finalement pas du tout invraisemblable. Sauf si, et c'est la troisième partie de cet entretien, on arrive sur la fin, le coup d'après, sauf si, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, il y a un nouveau gap qui va se creuser, qui risque de se creuser, qui nous reléguera encore à nouveau, peut-être à 100 ans de retard. L'intelligence artificielle, est-ce que c'est une menace pour les pays retardataires? Est-ce que c'est une menace pour les métiers à faible valeur ajoutée? Est-ce que c'est une menace pour l'intelligence humaine? Alors, très honnêtement, je veux pas être catastrophiste, c'est pas mon genre. Vous savez, moi, je suis plutôt le mec optimiste, zahi. J'ai confiance dans la vie. On a compris ça. Non, mais vraiment, j'ai confiance dans les gens. Moi, j'aime bien les gens. Vous n'avez pas aimé la prédiction de Elon Musk qui dit que l'humanité a 10% de chance de résister aux robots intelligents. Vous le dites dans une de vos chroniques. Oui, mais parce qu'Elon Musk, il dit n'importe quoi. Parce que Nes ou là où il y a Abdou Elon Musk, et que quand Elon Musk dit quelque chose, mais Elon Musk, alors moi, j'ai pas été dans le détail, si vous voulez, mais Elon Musk, de son pronostic. Il dit non, de ce pronostic, oui, mais dans le détail de ce qu'il peut dire ou faire par ailleurs. Alors c'est un entrepreneur extraordinaire. Moi je connais pour le coup, c'est un magicien, c'est quelqu'un on lui pose un truc, il le transforme en or. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais sur ces pronostics, moi, qu'il fait sur la probabilité pour l'humanité de survivre à l'IA, moi je partage pas du tout et je trouve ces arguments pas bons. Bon. Alors, pour revenir sur votre question et le coup d'après, effectivement, je pense que si on loupe le train, ça va poser un problème stratégique majeur, je suis d'accord. Mais moi, je choisis de le voir autrement. Parce qu'en fait, en réalité, moi, ça fait 3 ans maintenant qu'on a monté Big Mama à Alger, là, à 300 mètres de chez vous. On a réussi en fait à monter avec des compétences absolument locales une équipe de 25 data scientists de niveau planétaire et formés en Algérie. On a réussi à faire ça. Nous, sur des compétitions, on arrivait à mettre on arrive à taper Google de temps en temps. Alors, ça veut pas dire qu'on arrive à les battre, mais disons que si on prenait une métaphore footballistique, on arrive à les dribbler de temps en temps, quoi. Et c'est déjà pas mal. Parce que c'est des mecs, c'est Babzoua, c'est Lézy, c'est Linelec, c'est des gens de Mascara, c'est des gens de Tizi Ouzou, c'est des gens, et voilà. Donc, on n'est pas en train de faire la voiture intelligente quand même à Alger, pour aller sur le coup d'après avec Google. On n'est pas en train de faire la voiture intelligente, mais il n'est pas impossible, Inch'Allah, qu'on soit en train de faire quelque chose qui nous permette de pas louper le train. Pas louper le train. Alors, j'aime bien cette là aussi, j'ai vu ça sur ce pronostic. Pour tous ceux qui nous écoutent, doua maximum, on va avoir besoin d'aide. Alors, le risque demain, c'est pas assez d'intelligence artificielle, c'est plutôt que beaucoup trop qui nous menace. C'est pas assez avec ce risque de discrimination. Ceux qui en profiteront et ceux qui n'arriveront pas à l'utiliser. Parce qu'en fait, nous, aujourd'hui, la vraie vérité, c'est que la métaphore de notre métier, c'est que c'est comme si nous, on fabriquait des tracteurs. À une époque où tout le monde faisait de l'agriculture à la main. On va effectivement, notre outil, notre métier, ça va être de venir faciliter la vie des gens, automatiser. Mais après tout, franchement, quand je vois les mecs là, quand j'entends Elon Musk qui nous dit non mais on a 10% de chance. Les gars, c'est vraiment grave si c'est un tracteur qui fait le boulot et si c'est pas mon père. C'est vraiment grave si c'est un tracteur qui fait le boulot pour que mon père il se casse pas le dos. C'est vraiment grave. Donc ça peut libérer l'humanité de certaines tâches. Attendez, non seulement ça peut libérer l'humanité de certaines tâches, mais Elon Musk c'est un Américain qui vit aux États-Unis et peut-être il a oublié un truc, c'est que la moitié de l'humanité vit dans des conditions qui sont abominables. Oui. Et que je peux vous dire qu'en réalité, tous les mecs qui ont peur pour leur boulot, ils ont pas peur. Enfin, tous les mecs qui ont peur pour l'humanité, ils ont pas peur pour l'humanité, ils ont peur pour leur boulot. Ce qui est pas la même chose. Parce que si demain on rentre dans un marché, dans une idée de se dire, les gars, finalement il y a quand même des humains là qui vivent comme des animaux et peut-être que si on s'en occupe, alors là, je peux vous dire que il va nous falloir 10 fois plus d'intelligence artificielle que ce qu'on peut imaginer pour assurer à tout le monde un minimum. Donc, si vous voulez, je suis assez amusé à chaque fois que je vois des gens qui vivent de la technologie cracher sur la technologie. Je trouve ça très très drôle. Mais bon, les Américains ne sont pas un paradoxe près. Hadj Khalil, l'agenda de Big Mama à Alger Big Mama Algérie, en 2018-2019. Bon, Inch'Allah, j'aimerais bien qu'on soit une cinquantaine. J'aimerais bien qu'on soit une cinquantaine. J'aimerais bien qu'on puisse travailler sur des choses qui vraiment améliorent la vie des Algériens. La commande publique. Et alors la commande publique, je sais pas. Pourquoi pas. Mais ce qui nous intéresse, mais il y a tellement de choses à faire par ailleurs que pour nous, si vous voulez, c'est pas nécessaire. Mais l'idée, c'est quoi ? C'est 2 choses. Travailler à 2 niveaux. C'est faire des choses qui factuellement
arrange la vie des Algériens, c'est-à-dire si on peut travailler sur l'amélioration de la qualité de l'eau, si on peut travailler sur la fluidification du trafic, si on peut améliorer certaines mécaniques de santé, peut-être qu'aujourd'hui, en fluidifiant, en disant aux gens où est-ce qu'ils peuvent aller se faire soigner de manière optimale, en prévoyant un certain nombre de choses, peut-être qu'on peut travailler sur la santé aussi comme ça, en travaillant sur l'éducation, peut-être qu'il y a un certain nombre de choses qu'on peut automatiser par des... On est en train d'y réfléchir, hein. C'est des fantasmes pour l'instant, c'est pas du tout des choses qui sont abouties, mais peut-être qu'on peut travailler sur des logiques autour de l'éducation. Donc, une chose qui est très importante, c'est les premiers outils pour essayer d'améliorer la vie des Algériens et du reste du monde. Parce que nous, il n'y a pas de raison... Le reste du monde à partir d'Alger. Il n'y a pas de raison que nous, Algériens, on n'améliore pas en fait les choses pour le reste du monde. Et c'est notre ambition. On commencera peut-être par l'Afrique ou l'Europe ou les États-Unis, et puis après, on ira ailleurs. Et puis, une deuxième chose qui est à mon avis très très importante, qui est de l'ordre du symbolique. C'est-à-dire que si demain, nous arrivons, nous, Algériens, à démontrer qu'à Alger, avec des gens formés en Algérie, on arrive à faire de la très très haute technologie, ici, à la maison, et de la très haute technologie qui change le monde, je peux vous dire que symboliquement, pour les Algériens, ça aura un impact énorme. Énorme. On va suivre tout ça de très près, de façon très passionnée à Radio 1. Merci beaucoup, Hadj Khalil, d'avoir été notre invité ce matin. Tout le plaisir fut pour moi, cher ami. Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançant en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.